The system is changed. I feel it in the backlog. I feel it in the design. I smell it in the pull requests. Much that once was is legacy, for none now code who remember it. It began with the forging of the great services to manage ship cruising. 3 business domains were given to the search team. Everlasting, marvelously straightforward, and certainly the first pioneers, at least in their own esteemed opinion. 7 to the post-booking team, trend seekers, wise admirers, and devoted followers of fleeting glory. And 9 domains were given to the modernization task force, who above all else desired power. For within these domains was bound the strength and the will to govern each value stream. But they were all of them deceived, for a universal ubiquitous language was made. High in his ivory tower, in the fires of Mount Togath, the lead architect Sauron forged a master model. And into this model he poured his compulsion for control, his obsession with uniformity, and his will to standardize all life. One model to rule them all, one model to shape them, one model to bring them all, and in the big ball of mud bind them, in the land of design debt, where the shadows lie. Bon, j'ai enfin fini de corriger ce bug. Maintenant, quand on va rechercher des croisières, on ne verra plus les bateaux qui partent dans le passé. Bon, par contre, j'ai dû quand même modifier des trucs un peu partout dans mon code, donc je me demande s'il n'y avait pas un moyen plus simple de le faire. Is it right? Yes, precious. Clearly. This was the right solution. Yes. Non, mon code est génial. Mettons ça en prod. Passé. Bah quoi? Bah, l'alerting remonte une régression critique sur l'historique de réservation. J'ai pas touché ça du tout, moi, ma pull request était sur quelque chose de complètement différent. Attends, mais on est certain que ça vient de ton dernier déploiement. Vas-y, aide-moi à débugger la réponse de ton API. Bah là voilà. Waouh. Ah, j'avais pas remarqué que ton service cruising avait autant grossi. Hein. La dernière fois que j'avais regardé, c'était plutôt clair, mais qu'est-ce que tu as fait? On dirait que tu as juste balancé là-dedans la fonctionnalité de réservation dans ton modèle qui servait qu'à faire de la recherche. Vu le bazar dans ton API, je n'ose même pas imaginer la tronche de ton code. Hein. Jealous! Yes! Jealous of our modeling skills, precious! He envies us, he does! Nasty, tricksy, jealous developer! Non, mais c'est juste que le modèle métier, le domaine métier est complexe. Mais t'inquiète pas, j'ai l'habitude, je sais corriger ça. Voilà. Non mais, tu viens de casser une autre fonctionnalité, celle des dates flexibles. Les utilisateurs ne peuvent plus voir les croisières du jour avant leur date de départ. Ah, t'as pas de panique, je vais corriger ça aussi. Voilà. Mais, t'as encore introduit encore plus de régression, là. Je vais corriger ça aussi. Non, attends, stop. T'as mis à jour la moitié de ton code et 90% de tes tests. Tu te rends pas compte que tu es juste en train d'essayer de modifier en fait du code spaghetti qu'on appelle aussi du big ball of mud? Spaghetti, bah voyons. Avec tous les changements que tu as fait, tu comprends encore ce qui se passe dans ton logiciel? Non, attends, là tu me mets la pression, mais laisse-moi 2 ou 3 jours, je vais affiner un petit peu mon modèle métier et je vais régler tes bugs fonctionnels, t'inquiète. Et comment tu t'y prends pour affiner et concevoir ton code métier? Bah, c'est un process itératif en fait, je vais t'expliquer. Donc, je pars toujours du besoin métier. En l'occurrence, ici, c'était la recherche de croisière. Ça va mener à une phase d'exploration et d'expérimentation avec les experts métiers pour faire émerger les concepts, les relations et les comportements. Et tout ça, c'est ce qui va correspondre à mon modèle métier, en fait. Donc, c'est une représentation conceptuelle du problème à résoudre. C'est ce modèle-là que je vais transformer en classe et en méthode métier dans mon code. Donc, c'est vraiment toute la partie purement fonctionnelle qui ne s'intéresse pas à la technique. Après, il va falloir que mon modèle métier prenne en compte un nouveau besoin. Donc, par exemple, la sélection d'une classe tarifaire. Rebelote, ça va remener les mêmes phases. Et on va faire une nouvelle version du modèle métier qu'on a enrichi. Et ensuite, on va prendre un nouveau besoin en compte, etc. C'est de la modélisation itérative. Hein, mais ce que tu as fait n'a rien à voir avec de la modélisation itérative, en fait. Parce que tu n'as pas arrêté d'empiler des changements dans ton modèle existant en créant tellement de couplage qu'il est en train de s'effondrer sous son propre poids. Ta modélisation itérative là, va pousser ton code à explorer les grands fonds comme le Titanic. Hein. C'est du sabordage itératif, ton process, là. En fait,
Tu t'acharnes tellement à tordre ton modèle pour résoudre de nouveaux problèmes que tu es passé à côté du fait qu'il est devenu depuis longtemps obsolète. Obsolète. No, the model is not obsolete, Precious. A precious model, yes, is made to last, made to stay with us for a long, long time. Non, il n'est pas obsolète, parce que je l'ai conçu pour qu'il soit extensible et adaptable. Non mais un modèle n'est valable que pour un problème donné et pour une durée limitée. Au bout d'un moment, il devient obsolète. Si parfois il te paraît extensible et adaptable, c'est seulement par coïncidence. Parce qu'aucun modèle métier, c'est-à-dire aucun code métier n'est extensible en soi. Ça dépend de la manière dont ton nouveau problème est lié à celui que tu as déjà résolu. Non, mais attends, lorsque j'ai analysé mon besoin avec les experts métiers, j'ai fait un event storming pour m'assurer que mon modèle pouvait gérer la nouvelle fonctionnalité. Non mais c'est très bien d'avoir fait un event storming, mais l'exploration du besoin doit nous aider à trouver des modèles adaptés au problème, pas nous enfermer dans des biais de confirmation. En fait, ton modèle, il doit se faire challenger par le nouveau besoin. Ton code métier, par défaut, il ne doit pas être utilisé. Et des fois, ajouter une nouvelle fonctionnalité requiert de déprécier ton modèle existant et de créer un nouveau modèle. Oh, no, Precious. We refined this model, yes. Refines it lots. We can still adapt it, Precious. Non mais on ne peut pas repartir de zéro avec un nouveau modèle pour chaque nouvelle fonctionnalité. Il faut capitaliser sur le travail déjà investi dans la conception de notre code métier. On ne challenge pas le modèle si facilement. On ne peut pas se permettre de se passer de sa puissance. Tu confonds puissance et lourdeur. Ton modèle est un fardeau. Mais quel fardeau! Regarde, j'ai commencé avec un modèle qui gérait que de la recherche. À partir de là, ajouter la fonctionnalité pour sélectionner des croisières, c'était assez trivial, j'avais juste à ajouter quelques champs. Et pour la réservation, c'était pareil. Tu vois, c'est évolutif et flexible. Oui, il est tellement flexible que je suis venu te voir parce que tu as cassé l'historique de réservation en essayant de corriger un bug dans la recherche qui n'a rien à voir. Ça arrive. Non mais ça arrive. Ajouter continuellement de nouvelles fonctionnalités dans un modèle dans un modèle existant sans le remettre en question ne fait que créer de la dette de conception accidentelle. Qu'est-ce que c'est encore ça? De la dette de conception? Tu connais la dette technique? Ouais. La dette technique, c'est un choix délibéré, attention, de code partiellement inadapté, reflet d'une compréhension incomplète du problème afin d'avancer plus rapidement. Ça, c'est la définition de Ward Cunningham qui a inventé le concept. Eh bien, la dette de conception, c'est la même chose, mais transposée à des modèles. Donc, c'est concevoir un modèle qui est partiellement inadapté pour avancer plus rapidement. Et en fait, elle devient accidentelle lorsqu'elle résulte en fait de décisions inadéquates en fait sur ton modèle métier, qui amènent du couplage, qui sabotent la cohésion, qui augmentent la complexité et qui érodent la fiabilité de ton modèle. Et cette dette de conception, elle va se matérialiser en complexité dans ton modèle ensuite. Ouais, mais je pense pas que ce soit le cas avec mon modèle. Tu sais, je vois toutes les galères que tu as en ce moment et je pense que c'est même pire que ça. Comment ça? Est-ce que tu as des bugs qui apparaissent dans des parties de ton modèle que tu n'as même pas touchées? Je viens de péter la prod comme ça. Oui, effectivement. Ça t'arrive des fois de faire des petits changements et de voir gérer des impacts un peu partout dans ton modèle? T'as vu ma dernière pull request? Effectivement, je l'ai vu, ouais. Et on ne pouvait pas l'arrêter d'ailleurs. Hein. La prod ne l'a pas raté aussi. Hein. Et tu as remarqué que ça te prend de plus en plus de temps de coder une nouvelle fonctionnalité? Ouais, c'est vrai que j'ai mon PO qui est tout le temps sur mon dos à cause de ça. Comme tu n'adresses jamais ta dette de conception et qu'en plus elle s'accumule, ton modèle est devenu complètement rigide. Ta dette s'est tellement enracinée qu'en fait, c'en est devenu de l'entropie dans ton modèle. Le modèle... Attends, de l'entropie de modèle? Mais oui, ça je connais l'entropie. C'est la mesure de l'incertitude qui va quantifier le nombre de configurations qu'un modèle peut adopter. Alors, tout simplement. Attends, parce qu'il faut être précis là, c'est l'audience de Devox, il faut être précis sur les termes. La définition scientifique de l'entropie, c'est le niveau de sbull dans le design. Ouais, naturellement. Voilà. OK? Faut dire les termes. Et par analogie, en fait, ce qu'on appelle tous improprement la dette technique, c'est en fait l'entropie technique. La dette, je le répète, c'est un choix délibéré. L'entropie, en fait, ce sont les intérêts, la complexité qui s'accumule lorsqu'on ne rembourse pas la dette. Et en fait, plus l'entropie est grande, moins votre modèle est cohérent, consistant et cohésif. Il va perdre sa capacité à produire des résultats prévisibles sans introduire de régression. Et là, ton énergie elle va se dissiper à lutter contre la complexité accidentelle. Et tes efforts vont se dissiper vont être gaspillés au lieu de créer de la valeur. Ok, donc à force de négliger le design, en fait, si ça marche, ouais. La dette de conception va s'accumuler.
l'entropie dans le modèle va augmenter, et cette entropie, elle va dissiper la clarté et la lisibilité de mon modèle. Exactement, ce qui va d'autant plus dégrader la qualité de notre décision et nous apporter encore plus de dettes de conception. Ok. Et à cause de ça, en fait, nos responsabilités métiers vont commencer à se mélanger jusqu'à ce que leurs frontières se dissipent, jusqu'au point de créer ce qu'on appelle du code spaghetti. C'est comme ça que le code spaghetti se crée. Et plus on modifie un modèle rongé par l'entropie, plus chaque changement coûte cher et risque de tout casser. Et ça, mon gars, ça veut dire que tu as perdu le contrôle. Parce que là, tu auras beau prier Claude Code et Opus 4.7, tes tentatives de modernisation elles vont échouer et ça va te coûter des dizaines de millions de tokens, tout ça. Ouais, ok, non, franchement, c'est super intéressant. Je vois que tu as bien bossé cette théorie et tout, mais je vois juste pas le rapport avec mon modèle. Ok, on va regarder. Ici, dans ton modèle, tu essayes de gérer à la fois search et booking, deux problèmes orthogonaux avec le même modèle, c'est-à-dire avec la même solution. Qu'est-ce qui te fait penser que ces deux choses sont le même domaine métier? Parce que c'était trivial, en fait. J'avais juste à rajouter un petit booléen booked ici, et puis petit refacto, et keep it simple. Tu connais les bonnes pratiques. Hein. Ok, tu sais, toutes ces habitudes de développeurs qu'on a là, keys, don't repeat yourself, Yanni, mais et le refactoring, on doit les mettre de côté quand on fait des modèles, parce qu'elles te poussent à réutiliser un modèle existant au lieu de le laisser tomber et d'en créer un nouveau. Let's go! No, we can't process. We need it. We love it. Non, mais je peux pas le laisser tomber. Pas avec toutes les deadlines qui sont en train d'arriver, et certainement pas après tout le temps que j'ai passé à peaufiner mon précieux code. Mais ça peut te paraître contre-intuitif, mais ces bonnes pratiques, elles sont contre-productives quand tu crées des modèles. Si tu les appliques ici, elles vont te créer du couplage intrinsèque. Attends, du couplage intrinsèque? Comment est-ce que tu veux qu'un modèle soit couplé à lui-même? En essayant de résoudre plusieurs problèmes différents avec la même solution, tu as créé plusieurs modèles implicites dans un seul. Est-ce que tu as fait un joli petit nom? C'est l'effet cuichette. Est-ce que tu es en train de comparer mon modèle à cet ustensile qui essaie à la fois de servir de fourchette et de cuillère et qui est éclaté pour les deux? Exactement. Parle bien. Ça arrive quand on essaye de réutiliser une solution pour traiter d'un nouveau problème pour laquelle elle n'a pas été conçue à la base. Et ça, c'est la forme la plus commune en fait de couplage intrinsèque. Et avec un modèle cuichette, tu es obligé de garder en tête tous les usages d'un énorme modèle qui veut résoudre tous les problèmes possibles afin d'éviter de créer une régression quelque part, en fait. Ce qui veut dire que par design, un modèle cuichette est quelque chose de fragile. Et avec le temps, un modèle fragile va casser de plus en plus, donc tu vas avoir de plus en plus peur de le modifier parce qu'en fait, il est devenu rigide. Et ta seule option, ça va être de rajouter du nouveau code sans toucher à l'existant. Et tout ça, ça va augmenter l'entropie et donc ta charge cognitive. Ok, alors, tu dis que j'ai deux modèles implicites dans le même modèle. Du coup, il faut les séparer en faisant des microservices. Microservices. Good idea. And then we can put the precious model in a shared kernel inside a library. Or even better, in a shared database. Attends, quoi? Une base de données partagée? Je n'entends rien. Je n'entends rien. Mais à qui tu parles, là? Non, je réfléchis à voix haute, t'inquiète. Non, mais tu t'es trompé de taux qu'on va pas avoir cette discussion à chaque fois, quand même. Je te l'ai déjà dit, les microservices sont une stratégie de déploiement, pas de conception. Ici, ce dont tu as besoin, c'est de créer des modèles distincts pour ta search et ton booking afin de résoudre ta dette de déconception. Des modèles distincts? Mais je suis même pas sûr de pouvoir mettre le doigt sur la dette de conception dans mon modèle, déjà. Attends, je vais te montrer comment la trouver. Tu vois, regarde là. Quand tu as introduit ce booléen booked pour gérer le booking, donc la réservation, dans ton modèle qui était fait pour la search, tu as créé ici ce qu'on appelle une tension de modèle. Les modèles ont des tensions maintenant? Eh oui, malheureusement. Et en fait, une tension de modèle, c'est le résultat de ta dette de conception accidentelle et c'est ce qui provoque le couplage intrinsèque. Vous pouvez voir la tension de modèle comme un smell de design qui signale qu'on tord le modèle au-delà de son intégrité conceptuelle, c'est-à-dire sa raison d'être. Ah, ça, je connais l'intégrité conceptuelle. C'est un petit peu une manière de dire qu'un design reste cohérent, en fait. Ou pour le dire simplement, on peut dire que c'est quand chaque concept métier reste fidèle à ce qu'il représente, sans être tordu pour faire autre chose, ni surchargé de responsabilités. Exactement, c'est-à-dire tu n'utilises pas un truc qui fait de la recherche pour faire de la réservation. C'est bon, on a compris. Bon. Maintenant qu'on a dit ça, c'est vrai que quand j'ai ajouté ce petit booléen booked dans mon modèle de search, j'ai peut-être un peu dégradé la cohérence et la raison d'être du modèle de search. Mais en même temps, c'était logique de faire ça, parce que j'avais déjà mis un booléen selected pour implémenter la sélection, donc ça me semblait vachement plus simple de rester cohérent. C'est logique. Ok, donc sans le réaliser, tu viens d'admettre que ton implémentation de la sélection sur laquelle tu as fait ta réservation était déjà une tension de modèle. Donc oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, dans ton modèle cuichette, là, tu as imbriqué aussi un modèle implicite pour la sélection. Et en ajoutant ici ce booléen selected dans ta search, tu as créé une tension de modèle.
Mais comme celle-ci, tu l'as laissée non résolue, elle a cristallisé. Et une tension cristallisée, elle va tellement s'enraciner que tu vas devoir, si tu veux la rembourser, faire un très gros refactoring en impactant des fonctionnalités inattendues. Notamment ici, si tu veux refactorer ta sélection, tu vas avoir un gros impact sur le booking et c'est peut-être pas ce que tu veux. Donc, ce que tu veux dire, en fait, c'est que quand une tension cristallise, ça va devenir une contrainte structurante du modèle. Bah, tu l'as dit toi-même, ça t'a contraint dans ta manière de développer la fonctionnalité de booking. Et en cristallisant, cette tension, elle a compromis en fait l'intégrité conceptuelle de ton modèle. Ok, ce qui va augmenter du coup l'entropie du modèle. En fait, tout cela, ce ne sont que des symptômes du fait que ton modèle est devenu obsolète. Ok, donc ça veut dire qu'il faut agir avant qu'une tension cristallise, en fait. Exactement. En fait, vous pouvez utiliser ces tensions de modèle comme des signaux de la dette de conception accidentelle. Bon, maintenant que tu sais comment les repérer, tu vas pouvoir créer un modèle différent pour ta recherche, ta sélection et ton booking. Knows the truth, precious. Only a large language model. Ah, il n'y a plus de son. Un LLM. Je veux plus être l'esclave des hype et des influx voleurs de LinkedIn. Mais à qui tu parles? Oh, je vois, tu es sous l'influence de ce modèle unique. Il n'y a plus d'image non plus. On a perdu l'image. Bon, c'est pas grave, là, il y a un très grand jeu d'acteurs, vous allez voir. Mais à qui tu parles? Je vois que tu es sous l'influence du modèle unique. Réduis-le en cendres. Et ne reviens jamais. Ceux qui sont assez proches, vous avez entendu Gollum crier. On aura peut-être l'image un jour. Ouais, super. Donc, on va pas vous la refaire quand même. Hein. Non. Ah non, il y a le temps qui passe quand même là. Hein. Donc, ça va? Je suis pas sûr de pouvoir encore tenir. J'ai porté ce modèle trop longtemps. Mais on peut s'embarrasser une bonne fois pour toutes. Allez, je peux pas porter le modèle pour toi, mais je peux te porter toi. Quoi? Ouais, c'est une référence au Seigneur des Anneaux. Je vais juste te montrer où se trouve ta dette de conception. Bah, dis-le comme ça. Alors, très souvent, elle apparaît dès l'expression de besoin. Donc, sans en avoir conscience, elle va s'immiscer dans la manière dont on rédige nos user stories et la manière dont on rédige nos scénarios d'example mapping. Ouais, mais je pense pas que ça vienne là, parce que là, j'ai fait un truc encore plus poussé. J'ai fait un event storming, en fait. Tu sais, c'est cet atelier métier que tu fais avec des experts métiers pour explorer un petit peu justement le métier. Et là, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on va sélectionner un tarif sur une croisière, on va devoir déjà vérifier si on a bien sélectionné tout, donc si on a de la complétion, en fait, donc l'aller et le retour, et on va devoir calculer le prix total. Donc, tu vois, j'ai juste utilisé les termes du langage métier. Ouais, faires étant les tarifs. Mais, encore une fois, là, je vois tout un tas de tensions de modèle. Parce que regarde, ici, tu calcules le prix total, mais tu calcules le prix total de quoi? Des tarifs sélectionnés. Oui, non, mais d'accord, ok. Mais attends, je vais essayer de te le dire différemment. En haut, là, tu vérifies la complétion, mais tu vérifies la complétion de quoi? Des tarifs sélectionnés. Non, mais ça va, je sais lire. Tu vois pas que j'essaye de... Ok, bon. À la fin, là, il y a des événements, tu es d'accord? Il n'y a pas une indication dans la manière dont sont écrits? Faire selection found incomplete and faire selection completed? Non, je crois pas, non. Ok, donc là, tu as une tension linguistique qui vient d'un biais de science. Et un biais de science, c'est un biais cognitif qui prédispose à se concentrer sur les informations les plus proéminentes et visibles. Ce qui est plus proéminent pour toi ici, c'est les tarifs sélectionnés, selected fair. Mais ce n'est pas du tout ce que tu es en train de manipuler, là, en fait, d'un point de vue métier. Voilà. Alors, pour le mettre encore plus en lumière, je sais qu'après ça, tu as développé la fonctionnalité des ancillaries. Les ancillaries, c'est des options payantes qui dépendent de votre classe tarifaire, par exemple première classe, etc. Imaginons le pigeon voyageur, parce que le Wi-Fi, ça interfère avec la magie, ou le repas à bord. Donc là, on va avoir l'utilisateur qui va sélectionner ces ancillaries, et comme ce sont des options payantes, on va devoir les prendre en considération dans le calcul du prix total avec les tarifs sélectionnés. Donc tu calcules le prix total de quoi? Ok, des tarifs sélectionnés et des options payantes. Ok. Alors là, tu as un effet d'illusion cognitive, c'est une tension de relation entre tes concepts. Tu as pris plusieurs concepts qui te semblent indépendants, mais en fait, leur association, elle masque une relation qui est celle d'un concept qui les contient. Donc en gros, là, le fait de les mettre ensemble, ce que tu es en train de gérer, c'est ce qu'on appelle en DDD un agrégat, c'est une sélection ici. Okay. Et tu vas voir que si tu le considères du point de vue de la sélection, en fait, ton flux métier, il va grandement s'éclaircir. Parce que quand tu veux calculer un prix total, ton intention, c'est de donner un prix à ta sélection. Donc price selection en anglais. Quand tu veux vérifier la complétion, de savoir est-ce qu'on a sélectionné un aller et un retour avec un tarif pour chacun des trucs, là, en fait, tu as aussi d'autres états de ta sélection. Tu vois, si on se concentre, là, on voit incomplete selection, complete selection et price selection.
Donc là, ce que tu ne voyais pas, c'est que c'était masqué dans la manière dont étaient rédigés en fait tes événements ou que tu vas rédiger tes user stories. Ou quand tu fais du spec-driven développement, tu as exactement le même problème. Donc là, on a un cycle de vie implicite. Parce que le cycle de vie de la sélection, en fait, elle est dérivée des états d'autres concepts. Donc ce que tu dois faire pour rembourser toute cette dette, c'est de faire émerger justement cette notion de sélection comme un modèle à part entière. Ok, je vois l'intérêt, c'est élégant et tout, mais je te rappelle qu'un modèle, c'est avant tout arbitraire, en fait. Donc ça ne va pas non plus invalider ce que j'ai fait. Mon modèle, il marche très bien dans le code. Hein. Vas-y, montre-moi ton code. Là, regarde, par exemple. Là, je me mets sur le commit où j'ai introduit la sélection pour la première fois. Donc tout ce que j'ai eu à faire, c'est rajouter un boolean selected ici sur chaque tarif, donc fares, de chaque croisière, les chips de la search. Donc c'est tout, c'était assez trivial. Là, je ressens tout un tas de tensions dans ton modèle. Attends, tu ressens ça comment? Alors là, en utilisant de la magie elfique ancienne. De la magie elfique ancienne? Tu fais ça comment? C'est très simple. Tu vas dans tes settings, là, ouais. Tu vas dans Plugins, tu cherches Ancient Elf Magic, et tu l'actives. C'est trop bien. Tada! Ce n'est pas un vrai plugin IntelliJ. Et en fait, en rajoutant ce booléen ici, tu as l'impression de gérer simplement la sélection dans ton modèle de la recherche, mais tu fais qu'introduire plus de problèmes et plus de complexité que tu en résous. Je suis certain que le code qui utilise ça, il est bien complexe. Non, je suis pas trop d'accord, regarde, c'est assez simple. Là, en l'occurrence, c'est juste ma classe faire, et comme tu peux le voir... La classe search. La search, pardon. Et comme tu peux le voir, là, j'ai une fonction pour sélectionner, pour vérifier si la sélection est complète, et c'est quand même trivial. Hein. Je dirais pas ça quand même, parce que regarde, pour vérifier si ta sélection est complète, tu vas parcourir toutes tes croisières, donc stream c'est comme un for each, et ensuite tu vas parcourir tous les tarifs de toutes tes croisières pour regarder lesquels ont été sélectionnés. C'est lourd. Et puis tu vas devoir faire ça en fait pour tout ce qui gère de la sélection. Par exemple ici, le prix total. Pareil, tu parcours toutes tes croisières et tous tes tarifs pour voir lesquels sont sélectionnés. Quand tu veux sélectionner quelque chose, tu parcours toutes tes croisières et tous les tarifs pour savoir lequel tu as sélectionné. Ici, tu as clairement en fait une forte friction pour une faible complexité. Ce qui est lié à un problème de structure dans ton modèle. Là, le développement d'une règle triviale nécessite une implémentation complexe et non intuitive. Et pourquoi tu as ça? C'est parce qu'en fait, ton état selected, là, tu l'as mis au mauvais endroit. Et je vais te faire une démonstration du pourquoi. On est d'accord que dans ton API, là, on a une croisière A sur un aller, outbound en anglais, pour le tarif première classe qui est sélectionné. Ouais. Tu as aussi une croisière B, aussi pour l'aller. Ce tarif-là n'est pas sélectionné, mais qu'est-ce qui se passe si je le force à true? Tu peux pas, tu viens de le dire, il y a déjà un tarif sélectionné pour l'aller, tu peux en avoir qu'un seul. Ouais, mais là, en mettant des booléens dans chacun de tes tarifs, tu permets cette possibilité, en fait. Et ici, le problème, c'est que tu ne peux pas garantir cette cohérence, parce que tu as infiltré un état étranger, parce que là, l'état, il n'appartient pas au tarif. Le tarif ne peut pas garantir la cohérence de son champ selected sans connaître l'état selected des autres fers dont il ne peut pas dépendre. Et là, cette tension, elle apparaît lorsque un concept externe, la sélection, s'infiltre dans l'un de ces sous-concepts, l'affaire, qui veut dire tarif en anglais. Ça serait seulement un problème si mon modèle, c'était un fichier JSON. Mais tu le sais peut-être, un modèle, c'est quand même avant tout du comportement, et donc c'est surtout le code qui vient gérer ça. Et là, en l'occurrence, quand je vais sélectionner du coup un tarif sur une croisière, la première chose que je fais, c'est chercher s'il y en a un qui est déjà sélectionné, le désélectionner le cas échéant, et c'est seulement à ce moment-là que je sélectionne le nouveau. Donc tu vois, ça reste cohérent. Mais tu vois pas que c'est exactement le même problème? Pourquoi? Ici, tu as une grosse perte d'atomicité. En fait, tu as besoin d'une opération en deux phases pour garantir la cohérence du tarif sélectionné, alors que ça devrait être une opération atomique et que ça se fasse en une fois. Et tu es tellement sûr de garantir le fait qu'il n'y a qu'un seul truc sélectionné, que j'ai vu du code assez intéressant en haut là, quand tu vérifies la complétion de la sélection, regarde. Pourquoi tu fais ça? Ici, tu regardes le nombre d'allées sélectionnés. S'il n'y en a qu'un seul, pourquoi tu lèves une exception quand on en a plus d'un? Non, mais ça c'est pour être ceinture bretelle, mais tranquille, ça ne devrait jamais arriver. Ça devrait jamais arriver? T'es sûr? Pourquoi tu l'as écrit si ça devrait jamais arriver? Parce que structurellement, en fait, ton modèle le permet. Donc tu ne peux pas être sûr qu'un bug, qu'un agent qui fait n'importe quoi, t'amène en fait une régression là-dedans. Et donc c'est pour ça que tu essayes d'être ceinture bretelle. Non, donc en fait, ce que tu es en train de dire là, c'est que c'est la structure même de mon modèle qui devrait rendre irreprésentable un état invalide. Donc on peut considérer qu'ici, c'est une tension de modèle en fait. C'est l'inverse du always valid domain model qu'on a en DDD. Exactement. Et en plus, ici,
cette logique-là de vérifier le nombre d'allées et le nombre de retours sélectionnés, ça n'a rien à voir avec la search. Là, tu es en train de me désencapsuler la logique métier. Tu diffuses des responsabilités parce que ta search, elle implémente un invariant, c'est-à-dire une règle métier qui doit toujours être vraie, qui devrait appartenir à la sélection. Et ce qui est aussi très parlant, c'est que quand on regarde ton modèle, bon là on s'est concentré sur les booléens selected, là, mais il y a d'autres champs là, comme selection complete et total price. Qu'est-ce qui va se passer là si je change ce selected à false, par exemple? Je désélectionne ce tarif. Il va falloir recalculer si la sélection est complète et recalculer le prix total. Exactement. Donc là, en fait, la seule chose que tu as fait, c'est que tu as fait une représentation disséminée. Tu as des états qui sont répartis dans plusieurs concepts et qui sont fonctionnellement liés. Ce qui trahit en fait un concept métier non identifié, qui est ici la sélection. Parce que connaître l'état de ta sélection, ça va t'obliger à combiner plusieurs sources. Donc tu vois, si tu crées ici un modèle dédié pour ta sélection, tu vas réussir à rembourser ta dette de conception. En gros, comment faire? Tu prends ton modèle spaghetti, là, tu regardes tous les champs qui sont utiles dans le cas de la sélection, et tu en crées un modèle dédié. Ça va alléger ton modèle de search, et tu vas avoir deux modèles qui sont spécialisés, moins compliqués à comprendre. Mais ça ne va pas que simplifier la structure, ça va aussi simplifier, comme tu l'as dit, les comportements, mais aussi l'implémentation du code. Parce que là, en créant une classe sélection, d'avoir un modèle dédié comme ça, tu vas pouvoir l'organiser autour d'une map, par exemple, et là, ça simplifie ton code. Chose que tu ne pouvais pas faire avec ta search, parce qu'il y avait énormément d'objets, énormément de relations. Tu ne pouvais pas l'introduire comme ça. Et là, sélectionner un tarif, c'est simple. On a juste à mettre le tarif dans la map selon l'aller ou le retour. Calculer le prix total, c'est pareil. Tu regardes les éléments de ta map et tu les additionnes. Pareil, pour vérifier si une sélection est complète, tu comptes le nombre d'éléments dans ta map. Et terminé. Ok, je vois bien l'intérêt. Mais du coup, si je comprends bien, si j'applique ça au bug que j'avais tout à l'heure, en fait, c'est parce que j'essayais de cacher les croisières qui étaient parties dans le passé quand on faisait une recherche. Sauf que ça posait un problème quand on avait déjà des croisières réservées sur la recherche. Donc j'ai ajouté ce check-là, mais en réalité, ce que je fais là, c'est que je suis en train de regarder si ma search est un booking. Exactement. Donc ce que j'aurais dû faire à la place, c'est identifier tout ce qui, dans ma search, était lié fonctionnellement à cette réservation, et l'extraire vers une classe booking. Donc ça aurait pu se concentrer sur des choses comme les moyens de paiement, comme l'état du booking, et la recherche aurait pu se reconcentrer sur les critères de recherche, le type, etc., etc. Donc là, ça devient assez trivial en fait de régler mon bug, parce que tout ce que j'ai à faire, c'est afficher des départs dans le passé uniquement si c'est sur une réservation qui est déjà finalisée. Mais cet état de finalisation, c'est une notion qui n'a pu émerger que parce qu'on va formaliser le booking, en fait. Et tu vois, là, quand tu vas me corriger un bug dans ta recherche, tu ne vas pas me péter le booking. OK, mais n'envoie pas ta correction en prod tout de suite parce que je dois faire la même vérification de finalisation de mon côté. Attends, mais pourquoi tu veux réimplémenter ça? J'ai l'impression qu'à chaque fois, tu veux réimplémenter de la logique métier de mon service dans le tien. En fait, ton équipe gère le cruising, donc la création du booking. Et moi, mon équipe, elle gère le post-booking, donc tout ce qui arrive après. J'imagine que c'est pas étonnant que tu aies l'impression qu'on implémente des comportements similaires. Et tu peux me rappeler pourquoi on n'a pas juste implémenté ces fonctionnalités dans mon service de cruising à la base? Parce que le modèle cruising était un modèle spaghetti depuis longtemps, en fait. Implémenter des fonctionnalités là-dedans, ça prenait un temps interminable. Et donc le management a décidé de créer une nouvelle équipe, donc la mienne, pour se charger de fonctionnalités importantes comme l'échange, l'exchange, la cancellation, l'annulation, toutes ces fonctionnalités de post-booking qu'on a mis dans un service dédié. Et comme on démarrait de zéro, en mode greenfield, on a pu avancer beaucoup plus vite sans rien casser. Ouais, et ça a super bien marché. Je suppose que c'est pour ça qu'on n'arrête pas de se casser mutuellement. Non. J'ai une théorie, enfin une intuition. Je pense que nos systèmes respectifs forment un monolithe distribué. Un monolithe distribué, à peine exagéré pour changer. Tu sais bien que mon service est un microservice tout neuf et que mon équipe applique les bonnes pratiques. Non mais regarde, comme tu viens de le dire toi-même en fait, à l'intérieur de mon modèle de search, il y avait plusieurs modèles qui se cachaient, y compris celui du booking. Et quel rapport? Je pense que les responsabilités de nos services se chevauchent sur les problématiques de booking. Non, je dirais pas qu'elles se chevauchent, mais j'imagine qu'un certain niveau de couplage est normal, puisque je gère le post-booking, tous les workflows après le tien. Non mais c'est plus que ça, regarde. Là, tu dois dupliquer la vérification que je viens d'écrire, non? Oui. Et je peux pas m'empêcher de remarquer que c'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas faux. Donc tu vois pas? En fait, on a des fuites de logique métier. C'est un signe clair que la logique métier de mon service fuite vers le tien. Et ça arrive quand tout ce qui est logique métier, cycle de vie, etc. sont éparpillés entre le code de plusieurs domaines métiers, voire de services. Et ça, je pense qu'on peut le voir comme une tension de modèle. Tu veux dire comme une tension de modèle, mais entre plusieurs modèles? Exactement. Je pense pas que ça existe. C'est juste un manque de bonne pratique de mon côté.
Non, mais c'est pas une question de bonne pratique en fait. Tu vas être contraint de dupliquer cette logique métier parce que nos deux services, nos deux modèles essaient de résoudre le même problème. Mais on ne résout pas le même problème. Regarde, toi, tu gères le booking, et moi, je gère l'exchange et la cancellation. Oui. Ce n'est pas le même problème. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de les voir ou une autre manière de les appeler, comme par exemple exchange booking ou exchange cancellation? Non, cancel booking. Ou cancel booking, effectivement. Et en plus, je pense qu'ils sont assez dépendants de l'état de booking dans mon service, non? Alors, c'est vrai que pour pouvoir faire une annulation, il faut que je vérifie si la réservation n'est pas terminée chez toi. C'est-à-dire, est-ce que le voyageur n'a pas déjà fait son voyage? Ouais, bah, tu vois bien, en fait. On a un seul état, un seul concept dont on représente les états dans les deux services différents. Je ne suis pas d'accord, parce que prenons l'exemple d'une plateforme e-commerce. Ici, tu ne peux pas considérer que ta commande et ton colis, c'est des états différents de ton panier. Ils ont chacun leur cycle de vie et leur propre logique métier. Ouais, mais tu vois bien que c'est tout le problème ici. On n'a qu'un seul cycle de vie, celui du booking, qui va dans ton service et qui revient dans le mien derrière. Et on a déjà vu en plus qu'on passe notre temps à dupliquer de la logique métier entre les deux services. Donc tu vois, ce qu'on a là, c'est un cycle de vie fragmenté en fait. C'est quand les domaines métiers différents gèrent des états d'un même concept, tout en partageant plusieurs concepts, personas et règles. Et là, en l'occurrence, le cycle de vie du booking, il fait des allers-retours entre les deux services. Donc à cause de ça, on a du mal à déterminer c'est quoi l'état réel d'un booking. Mais c'est pas vrai, c'est pas si compliqué. Regarde, l'équipe mobile, quand elle cherche à savoir quel statut d'une réservation, merci, elle va d'abord vérifier si un booking existe dans ton service, et ensuite s'il n'est pas remplacé par un exchange ou une cancellation dans le mien. Ouais, bah, c'est déjà suffisamment relou à faire, mais en plus de ça, ils doivent rechecker après si le booking a été terminé dans mon service. Donc tu vois, on est obligé de faire des appels un peu partout en fait pour déterminer c'est quoi l'état réel de ce booking-là. Et en plus, tout à l'heure, tu m'as dit qu'on ne devrait pas pouvoir représenter un état qui est invalide, non? Oui. Bah là, structurellement, en fait, tu peux très bien avoir un booking qui est terminé et annulé en même temps. C'est pas faux. Donc tu vois, on a en fait les états du booking qui sont littéralement répartis entre nos services, ce qui résulte en une tension d'état distribuée. Quand connaître l'état d'un concept demande de consolider de la donnée provenant de plusieurs domaines métiers, voire de plusieurs services. Ok, donc ce que tu sous-entends, c'est qu'en fait, exchange and cancellation ne sont pas des domaines à part entière, mais juste des états différents du booking, ce qui veut dire qu'on essaye, avec plusieurs modèles différents, de résoudre le même problème. Exactement. Mais c'est même pire que ça, en fait. Parce que si les modèles ne sont pas capables de résoudre leur périmètre de manière indépendante, c'est parce qu'en fait, c'est un seul et même modèle, mais c'est des fragments de ce modèle. Donc, en tant que tel, ces fragments ils vont devoir interagir énormément ensemble. Et une évolution dans l'un va nécessairement impacter les autres, même si tu essaies de les considérer comme des modèles individuels, en fait. Donc, en fait, ces modèles ils vont être couplés de l'extérieur. C'est pour ça qu'on va parler de couplage extrinsèque. Couplage extrinsèque? Mais je pense pas que mes modèles soient si couplés au tien. Ok, rappelle-moi pourquoi tu m'as demandé de délayer mon bug fixe. Parce que quand tu changes de la logique métier dans Cruising, souvent ça casse de la logique métier chez moi, et je suis obligé de rester jusqu'à pas d'heure pour trouver une rémédiation. Ouais, c'est pas la première fois que ça arrive, non? Tu vois pas, on a des changements cassants fréquents, en fait. Donc c'est une tension aussi. C'est quand toutes les évolutions de modèles d'un domaine métier cassent les domaines qui collaborent avec lui. Donc là, en fait, on a des tensions partout dans notre architecture, entre les fuites de logique métier, le cycle de vie fragmenté, les états distribués et les changements cassants fréquents. Tout ça, c'est des indices qu'on a un couplage extrinsèque. Ok, donc si je comprends bien, quand j'ai créé mon modèle, on travaille en fait sur le même workflow métier avec les mêmes contraintes. Et mon modèle, en fait, ce n'est qu'une excroissance du tien qui tente de le contourner. Comme on traite tous deux du même problème, c'est-à-dire le booking, on aurait dû être un seul modèle. Mais au lieu de ça, on l'a découpé en deux services. Résultat, nos modèles ne sont que des fragments d'un même modèle qui a été distribué, ce qui crée du couplage extrinsèque. Donc nos services sont couplés entre eux, ce qui va à l'encontre des microservices. Et le pire, c'est que cette fragmentation, elle entraîne de la fuite de logique métier, ce qui va d'autant plus aggraver le problème. Donc à cause de ce couplage extrinsèque, la moindre évolution va se répercuter sur chacun de nos services. On est donc contraint de les faire évoluer de manière synchronisée. Ouais. Et comme ces workflows sont distribués, ça veut dire qu'à la moindre erreur de synchronisation, on va faire tomber les deux workflows en même temps, en fait. Ça va tout casser. Et vu que quand il y en a un qui casse, tout se casse simultanément, en fait, ça montre bien qu'on est dans un monolithe distribué. Ouais, je ne suis pas encore totalement convaincu de ça, parce qu'on n'a plus tant de changements cassants entre nous que ça, parce qu'on a mis en place des process pour corriger. Mais c'est exactement ça. On est parti du principe que les évolutions synchronisées étaient inévitables, ce qui les a ancrées comme des contraintes structurantes de notre système sociotechnique. Quoi?
Nos process et notre organisation sont contraints de compenser les évolutions synchronisées de notre modèle qui s'est fragmenté. C'est-à-dire? C'est plus simple comme ça. Bon, par exemple, tu te rappelles quand j'ai ajouté la fonctionnalité d'assurance voyage? Oh oui, je m'en souviens. Tu as ajouté cette fonctionnalité pour permettre à des utilisateurs d'avoir une assurance dans Cruising et de l'acheter, mais ça n'existait pas dans le mien. Du coup, quand ils faisaient une annulation, ils n'étaient pas remboursés. Ouais. Et les clients qui avaient payé pour ça étaient vraiment pas contents. Donc tu vois, c'est pas une lubie d'architecte en fait, c'est un vrai impact business. Du coup, j'ai dû rollback et attendre que toi, tu sois prêt à mettre la fonctionnalité en production de ton côté. Et à ce moment-là, on a dû déployer en même temps encore. Donc en fait, on a des tensions d'architecture qu'on a vues tout à l'heure qui nous forcent à synchroniser nos livraisons, ce qui va complètement à l'encontre de l'objectif des microservices. Ça montre bien qu'on a des tensions même dans nos process en fait. Donc la manière qu'on a de travailler reflète le couplage extrinsèque. C'est vrai que ça nous a forcés à nous coordonner étroitement, à planifier ensemble et en amont, à synchroniser nos développements, malgré qu'on avait des scopes d'autonomie. Cela montre clairement en fait que le couplage entre nos équipes est une tension organisationnelle. Donc en fait, notre modèle fragmenté nous a amené à synchroniser les évolutions entre les équipes et les systèmes, ce qui a créé des tensions dans nos processus et notre organisation. Et c'est ce besoin de synchronisation qui structure la manière de travailler, en fait. C'est pour ça que je dis que c'est devenu une contrainte structurante de notre système. Mais je ne pense pas qu'on ait encore ce problème, parce que regarde, quand tu as ajouté la possibilité de réserver un repas à bord, ça aurait pu casser mon service et bloquer ta livraison. Mais regarde, tu as ajouté un feature toggle pour désactiver la fonctionnalité, et tu as pu ne pas geler ta release et ne pas avoir à m'attendre. Et moi, en parallèle, j'ai fait ce qu'il fallait pour implémenter l'équivalent chez moi, et on a juste à mettre ensemble nos feature flags à on, là, pour l'activer d'un coup, et sans se prendre la tête avec des problématiques de synchronisation de livraison et sans casser la prod. Non mais même, je ne peux pas livrer de manière autonome. Là, j'ai codé ma feature, et elle est là complètement désactivée, et elle produit aucune valeur tant que tu n'as pas terminé de ton côté. Tu vois bien que notre process, en fait, c'est juste une rustine ici. Donc, c'est quand les problèmes de conception non résolus sont compensés par des problèmes tels que le multiversionning, le double run et les feature flags, afin de limiter l'impact sur les autres équipes. Et ça, c'est une tension de process. Et en soi, avoir un feature flag, c'est pas une tension, c'est pas un smell. Mais là, on en a 50. C'est le 7e cercle des enfers de les gérer, en fait. Et on passe tellement de temps à gérer ces feature flags que le management a décidé de créer un rôle dédié de RTE. RTE? Tu veux dire, le gars qui n'arrête pas de nous demander si on a fini de développer une feature afin de synchroniser des feature toggle? Exactement. Le Readiness Toggle Engineer. Ah oui, je vois. Mais je croyais qu'il devait conduire des trains, ce gars. Dans son temps libre. Et ça, malheureusement, c'est un rôle palliatif, c'est une tension organisationnelle. C'est quand la complexité croissante des processus et des cérémonies rustines nécessite un poste à plein temps. Donc, dans notre contexte, l'existence même de ce rôle de RTE ne fait que compenser du couplage extrinsèque entre des modèles. Ok, donc notre couplage extrinsèque, ça nous a amené à faire des livraisons synchronisées et à rendre nos équipes interdépendantes. On a vu ces problèmes-là et on s'est dit, on va mettre en place des feature toggle. Et ça, c'est monté tellement en complexité qu'on a mis des rôles comme le RTE pour les gérer. Et donc, en fait, on a créé des processus rustines et des rôles palliatifs, qui ne sont en fait que des contre-mesures qui ne font que compenser au lieu de résoudre le problème, parce qu'on a fait que repousser le problème en considérant les tensions de process et les tensions d'organisation, sans jamais adresser le problème de base, qui était le couplage entre nos services. Exactement. Et c'est comme ça qu'une tension qui existe à l'échelle du système entier va venir se cristalliser. Quand je dis le système entier, en fait, c'est pas que le code, ça inclut l'organisation, donc avec les rôles, les interactions, les process, etc. Et le pire, c'est qu'en fait, certaines de nos mesures, comme le rôle de RTE, vont devenir des obstacles à la résolution du problème, parce que qu'est-ce qu'on fait du rôle une fois qu'on a corrigé le problème de couplage entre nous? Ouais, c'est ça qui fait que ça cristallise, en fait. Et quand on va compenser en fait, ce problème au lieu de le résoudre, on va créer de nouveaux problèmes. Donc on va devoir les résoudre avec d'autres compensations, ce qui va créer de nouveaux problèmes, etc., etc. Donc on est en train de construire un système de compensation qui ne fait que s'auto-alimenter et grossir. Ok, je vois où tu veux en venir. Nos processus et notre organisation se sont structurés autour de tensions de design qui se sont cristallisées. Et on s'est concentré sur la bureaucratie en essayant de résoudre nos problèmes avec plus de processus et plus d'organisation, alors que c'était un problème qui était lié au couplage de nos services.
Je crois que maintenant, tout ce que cela révèle, c'est que en fait, notre couplage entre nos services, ça se manifeste par des dysfonctionnements organisationnels. Quel genre de dysfonctionnement? Tu te souviens la fois où on a dû implémenter justement le changement de siège sur le même bateau? Ouais, On s'est demandé si c'était un update du booking de ton côté ou la création d'un exchange du mien. ouais, je me rappelle. Ça montrait clairement qu'il y avait un ownership flou. Et ça, on peut le détecter lorsque un besoin de debug ou qu'il y a un besoin de développement qui se présente et qu'il y a des débats qui éclatent pour savoir qui doit gérer le truc. Ouais, c'est pour ça que certaines responsabilités métiers en fait terminent au mauvais endroit, ce qui va encore plus aggraver la fragmentation. Et à cause de ce couplage, eh bien, à chaque fois que tu as une nouvelle fonctionnalité à développer, tu dépendes du développement de mon côté. Je n'ai plus le temps de développer des fonctionnalités pour le post-booking. Tu as carrément hijacké mon backlog. Ça, je pense que c'était un signal fort que quelque chose n'allait pas dans le design, parce que ton PO a détourné ma backlog. Donc souvent, ça, on le détecte quand le travail d'une équipe produit se trouve systématiquement sur le chemin critique d'une autre équipe. Mon domaine est en train de devenir une béquille. C'est censé être un core domaine, mais il ne fait que supporter le tien. C'est comme si tu n'avais jamais eu ton propre domaine, en fait, parce qu'au final, c'est moi qui pilotais les besoins de ton côté. Donc ça veut dire que chaque fois qu'il y avait un besoin d'une booking, il se retrouvait séparé entre les deux équipes, ce qui cause encore plus de fragmentation et donc de couplage extrinsèque. Donc en résumé, parce que notre modèle était fragmenté, on a été forcé de faire des évolutions synchronisées, ce qui a façonné un système de compensation. Tout ça a mené à de la fragmentation de l'organisation, et ça, en fait, ça vient agir comme un catalyseur qui vient empirer en fait, et accélérer la fragmentation du modèle. Donc c'est un bon vieux cercle vicieux qui est en train de générer de l'entropie à tous les niveaux de l'organisation. Ouais, et ce niveau de Sbeul, là, ça n'impacte pas nous, mais aussi le business et les utilisateurs. Donc si on prend du recul sur ce qui s'est passé, en fait, tu avais un gros modèle spaghetti, et nous, on a créé un modèle pour essayer de le contourner, mais qui était qu'une excroissance de ce modèle. Et pourquoi on a fait ça? Parce que le management a décidé de créer une équipe voulant décharger en fait la tienne pour avancer plus vite et faire certaines features. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que notre fragmentation organisationnelle a amené la fragmentation de notre système et de nos modèles. C'est typiquement... Non, vous ne l'avez pas, la loi de Conway? La loi de quoi? La loi de Conway, c'est cette loi qui dit que les organisations produisent des systèmes qui reflètent leur structure de communication. Attends, mais ça, ce que ça veut dire, en fait, c'est que c'est les managers, en fait, quand ils ont conçu l'architecture du système inconsciemment via des décisions organisationnelles. On peut dire qu'on a des managers as shadow designers. C'était de leur faute. Tout ce sbul. Alors, on va quand même rendre à César ce qui appartient à César. Hein, parce que, pourquoi ils ont fait ça à la base? Parce que tu as négligé ta dette de conception, là. Hein, tu t'es endormi dessus. Du coup, ils ont été obligés d'amener ce niveau de réponse au-dessus. On essaie de mettre en place une culture générative, de ne pas blâmer les individus, de gérer à l'échelle du système. Hein. Comme les managers, n'est-ce pas? En tout cas, ça, c'est un truc qu'il faut que tu comprennes. L'organisation va te faire payer les intérêts de ta dette de conception, ce qui n'est pas toujours le cas avec la dette technique. Donc au final, on pensait que la dette technique, c'était le pire, mais la dette de conception, c'est encore beaucoup plus dangereux. Et là, ce n'est pas les bonnes pratiques qui vont nous sauver. Bon, par chance, on voit qu'on a des tensions de modèle qu'on va pouvoir utiliser comme des signaux de cette dette de conception. Donc, on a ça c'est pour les détecter, en fait, qu'on a listé plusieurs SMEL, qu'on peut voir un peu comme des points d'attention, et on appelle ça aussi des heuristiques. Donc, ce sont des méthodes qui vont nous permettre de détecter ces potentielles dettes de conception pour la prévenir. Exactement. Mais attention, c'est une dette de conception potentielle avec ces SMEL. Parce que les heuristiques, elles ne vous indiquent pas forcément toujours des tensions. Ici, dans un système e-commerce, passer d'un panier à une commande, un colis, ce n'est pas un système fragmenté s'ils ont chacun leur cycle de vie. Donc, en gros, il faut savoir détourer sa dette de conception. Pourquoi? Ça va mettre en lumière les couplages entre vos services et les couplages à l'intérieur même de vos modèles, c'est-à-dire les modèles spaghetti. Et ça va vous permettre d'évaluer leur localisation, la profondeur et leur étendue. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va vouloir détecter toutes les frictions au travers du système, au travers toutes les strates du système, et identifier à chaque fois les causes possibles avec les heuristiques qu'on vient de vous donner. Et quand tu dis strate du système, c'est jusqu'à l'organisation. Exactement, du code à l'organisation. Donc on va vouloir constituer un faisceau d'indices en fait, pour trouver des corrélations. Donc on ne va pas se baser sur une seule heuristique, on veut en avoir plusieurs pour valider si c'est bien une tension ou pas. Exactement. Bon, cela dit, là tu me dis de sortir mon booking de ma search, mais ça ne me dit pas comment faire. On l'a déjà fait ça. C'est bon? Il y a 2 ans ici. Un truc qui s'appelle modèle mitosis. Ah ouais, j'avais zappé. Ça sert en fait de sortir d'un modèle spaghetti, d'en faire des différenciés pour résoudre sa dette de conception. Ok, mais là c'est peut-être un peu tard pour mitoser, non? Parce qu'entre-temps ça a créé du couplage extrinsèque et ça a foutu le sbeul dans toute l'organisation. Alors quand on arrive là,
bah, tu peux aller du côté de la loi de Conway et regarder en fait comment gérer justement ton entropie organisationnelle avec des méthodes comme la reverse Conway maneuver. Okay. En tout cas, merci. C'est tout pour nous. Je suis Julien Topsu, je suis le CTO de Shodo, une ESN parisienne et maintenant on est partout en France, spécialisée dans le craft domain driven design et dans la transfo. Et moi, je suis Josian Chevalier, je suis tech coach à Shodo également. Merci. Et vous pouvez scanner ce QR code pour avoir accès aux slides, aux repos, mais aussi à une liste de toutes les listes de tensions qu'on a citées. Et puis on recrute, donc n'hésitez pas à venir nous voir après le talk. Merci beaucoup. Et là, pour le coup, toutes les tensions ne sont pas encore dedans. Mais ce soir.